c'est très important ça, quand on va investir, en fait, d'aller beaucoup plus loin que le taux de rentabilité qu'on va afficher. C'est de comprendre en fait la demande locative locale et effectivement d'utiliser des sites comme Meilleurs Agents ou d'autres qui vont diffuser de la connaissance sur les locataires, sur le public visé en fait. Est-ce que j'achète un 20 mètres carrés à Limoges, est-ce que j'ai de la demande? Est-ce que si j'achète un 20 mètres carrés à Mulhouse, est-ce que j'ai de la demande? Et en fait, tous les territoires vont être intéressants en fonction de l'objectif qu'on va avoir. Mais surtout, ce qui est très important, c'est est-ce que le bien que j'achète, est-ce qu'en face de ce bien-là, j'ai une demande qui est associée? Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Nous y voilà, après un périple incroyable. J'ai fait voyager Thomas Lefebvre dans tout le 17e arrondissement. Salut Thomas. Bonjour. Alors, t'as vécu les auditeurs de La Martingale, surtout de Génération Do It Yourself, ont vécu récemment quelques travaux au bureau, mais c'était généralement des travaux des voisins du dessous. Là, on est parti sur des travaux de climatisation de mes bureaux et c'était quand même la furie dans le bureau. Donc, je t'ai emmené à la maison. Donc voilà, le premier épisode que j'enregistre, tout podcast confondu, chez moi, dans le 17e. Vu Tour Eiffel, tu l'as remarqué, hein, du coup, tu m'as dit ça c'est bien. Voilà, aujourd'hui je reçois donc Thomas Lefebvre de Meilleurs Agents qui me racontait sur le chemin, le transit entre le bureau de Cosa Vostra et la maison, qui dirigeait une 40aine de personnes sur les data chez Meilleurs Agents, donc 40 docteurs en données immobilières quasiment. En fait, on est quasiment là-dessus, quoi. Alors il n'y a pas que des docteurs, mais effectivement notre métier chez Meilleurs Agents, c'est de valoriser de la data brute qu'on va récupérer un peu partout, des données soit de transactions immobilières, soit des données sur la population via le recensement ou des données sur rien que sur le bâti, sur l'urbanisation des villes, pour être capable de créer des clés de lecture qu'on va donner aux particuliers pour apporter de la transparence sur le marché de l'immobilier, pour apporter des clés de lecture très concrètes pour aider les gens à prendre des décisions sur le marché de l'immobilier. Nos outils phares, c'est nos outils d'estimation qu'on commence à connaître, puisqu'on a été les premiers en France à diffuser il y a maintenant une douzaine d'années des outils d'estimation extrêmement précis. Donc ça veut dire que vous êtes sur notre site web et gratuitement, en décrivant rapidement votre bien à partir de son adresse, on va vous donner une estimation du prix de l'immobilier aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'approche que l'on fait. Alors, on va revenir là-dessus parce qu'il y a une tendance, on fait tout ça. En fait, moi, la problématique que je peux avoir sur Meilleurs Agents, c'est que j'y suis allé plein de fois. À chaque fois, je vais regarder soit chez moi et puis chez quelqu'un d'autre. Puis c'est tout, en fait. Puis j'y reviens pas trop, entre guillemets. Mais c'est beaucoup plus puissant que ça. Mais on va traiter ça juste après. Ce que je voudrais juste voir avec toi et puis avec nos auditeurs, c'est aujourd'hui, on va parler de différentes choses. En préparant ce podcast, on s'est dit qu'on aimerait travailler sur notamment sur toutes les données que vous avez, on va y revenir aussi, mais c'est impressionnant, les étages, presque la luminosité, les vis-à-vis, la hauteur des immeubles, donc tu arrives à savoir si tu as une vue sur un parc ou pas. Justement, la vue sur Tour Eiffel, vous arrivez à le savoir, parce que tu arrives à savoir en fonction de tous les immeubles qui sont entre chez moi et la Tour Eiffel, si je suis au-dessus ou pas, ce qui est quand même assez fascinant. Donc voilà, ça montre, on va dire, la précision des données que vous avez. Et du coup, vous savez aussi sur les données quelles sont les transactions, les prix, pourquoi, comment, quels sont les montants des loyers, donc aussi où sont les meilleurs ratios. Et donc l'idée qu'on voulait travailler, donc les meilleurs ratios de rendement, on va dire. Donc l'idée qu'on voulait travailler potentiellement, c'est au moins en France, où est-ce que je peux trouver les meilleurs plans? Comment est-ce que je peux investir dans un studio autofinancé? C'était la thèse de base, avec 15 000 € d'apport. Ce qui me semble un truc assez fair, qu'on peut tous espérer faire un jour, même quand on est assez jeune. Ça te va comme base de discussion? Parfait. Alors raconte-moi, qu'est-ce que tu ferais toi si tu avais 15 000 € d'apport, que t'es peut-être déjà pas bien vieux, mais...
Alors, déjà, le postulat de base, et ce qui est intéressant effectivement avec l'investissement locatif et l'investissement immobilier, ça va être l'effet de levier du crédit. Et c'est ça qui est quand même intéressant sur l'actif immobilier par rapport à d'autres actifs financiers qu'on va pouvoir avoir, c'est d'être capable, la possibilité surtout de lever de la dette pour se constituer un capital sur le long terme. Et le Graal absolu, effectivement, ce qu'on a tous en tête en tant qu'investisseur immobilier pour faire de la location, c'est de trouver l'investissement qui va s'autofinancer. C'est-à-dire qu'on va l'oublier pendant 15, 20 ans, etc. Et la mensualité qu'on va recevoir va nous payer notre crédit. Voilà, ce qu'on voit dans les épisodes que je recommande souvent avec Victor Leora notamment et toutes les grosses mouvances des mouvements FIRE, c'est de dire que l'une des règles de base, idéalement, c'est d'être net positif à la fin, tout compris, quoi. Donc, en gros, tes travaux, les frais de notaire, etc., tu payes ton emprunt, les impôts qu'il faut pas oublier, parce qu'en fait, quand tu as un revenu immobilier locatif, eh bien, tu es imposé dessus, ça fait partie de ton revenu, hein. Et l'idée, c'est de se dire qu'à la fin, même avec les travaux prévus dans la durée de vie du bien ou du remboursement au moins, tu gagnes de l'argent, ce qui te permet de pouvoir le démultiplier théoriquement à l'infini, puisque tu peux avoir 40 ou 400, 2 millions d'appartements en parallèle financés. S'ils se payent tout seuls, à chaque fois, tu ne creuses pas ta tombe, quoi, entre guillemets. C'est exactement ça. Et c'est très important ce que tu as dit, parce que quand on regarde en fait les taux de rentabilité bruts, voilà, en fait, généralement, ces taux-là, ils ne comprennent pas en compte les charges qui sont liées à la détention du bien. Et détenir de l'immobilier, en fait, ça coûte de l'argent. Et tout ça va venir grignoter ta rentabilité. Donc, le but de l'étude qu'on a fait, là, on a passé 200 villes au crible, 200 villes moyennes en France, d'accord, où on a regardé le prix de l'immobilier, évidemment, les loyers qui sont pratiqués, mais surtout une estimation aussi des charges qu'on va avoir et qu'on prend en compte dans notre rentabilité. Donc, quand je parle de charges, ça va être les frais de notaire, qu'il faut pas négliger quand même, 7% du prix du bien, les charges de copropriété, parce que en fait, ça coûte plus d'argent d'être propriétaire que locataire. On va avoir des imprévus, on va devoir payer des travaux de rénovation, etc. Donc tout ça, faut quand même un peu les anticiper, et c'est des trucs quand même importants. On va prendre en compte aussi la fiscalité. Alors, on n'a pas été très j'ai envie de dire agressif dans cette étude sur la fiscalité, parce que c'est pas tant notre métier. On a pris une fiscalité classique de l'ordre de 30%, qui est en gros le truc classique si on fait rien. Mais après, il y a plein de dispositifs qui existent et qui permettent un peu de neutraliser un peu cette rentabilité, cette fiscalité, via les dispositifs LMNP, etc., qui sont très intéressants. Mais les non professionnels, voilà. Mais on n'a pas pris ça en compte dans ce calcul. Et évidemment aussi les frais qui sont liés au crédit, parce que quand on fait un crédit, il y a de l'assurance et tout. Donc on a vraiment essayé de tout prendre en compte, et c'est assez intéressant. Et effectivement, du coup, dans ces 200 villes, 200 villes moyennes, il y en a 72 qui ressortent où il est intéressant, où on peut investir avec moins de 15 000 euros. Donc c'est-à-dire qu'on met 15 000 euros d'apport au début, et pendant 20 ans, on oublie bien. Et il va vraiment être autofinancé, c'est-à-dire que vraiment là, ce que je vais récupérer de la location, une fois que j'aurai tout payé, va me payer mon crédit, et j'aurai un bien dans 20 ans qui m'appartiendra, et j'aurai utilisé vraiment ce levier du crédit pour constituer ce patrimoine-là. Et ce qui va être intéressant, c'est la possibilité effectivement de le faire une fois et de le faire plusieurs fois, parce que ce calcul-là, on l'a fait pour des petites surfaces de 20 mètres carrés. Donc, ça veut dire qu'on est sur des montants de l'ordre de 30 à 50 000 euros. Et donc, on voit bien que ce qui va être intéressant au final, c'est d'être capable de démultiplier aussi ces choses-là, évidemment. Et c'est là où tu veux des exemples. Oui, c'est là où je veux des exemples. Je me demande aussi sur par exemple, 30 à 50 000 euros. Pour 30 000 euros, t'as même pas besoin de 15 000 euros d'apport. Enfin, si. Alors, ça va dépendre des endroits. Ouais. Et c'est là où, typiquement, si effectivement le ratio par rapport va pas être intéressant. Mais on va prendre un exemple très concret. Okay. La ville, dans les 200 où c'est effectivement, assez intéressant, une ville comme Limoges. J'allais te mettre un roulement de tambour. Ah, un roulement de tambour. Ah merde. On recommence. Non, j'en ai pas. mais voilà, mais t'as été trop vite. Non, Limoges. Une ville comme Limoges. Okay. Une ville comme Limoges, le prix de l'immobilier aujourd'hui, il est inférieur à 1 500 euros. C'est-à-dire que pour un 20 mètres carrés, vous êtes de l'ordre de 32 000 euros à peu près, pour un 20 mètres carrés. Avec les frais, d'accord? Avec des frais d'agence et des frais de notaire. Donc vous êtes à 32 000 euros. Ce bien-là de 20 mètres carrés à Limoges, etc., il va se louer à 300 euros. D'accord? Et donc, si on commence à mettre des charges, on prend les 30% d'impôts, on prend les charges de copro, on prend la taxe foncière, qui est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte, on prend
on prend les frais qu'on va avoir un peu sur le crédit, sur l'assurance de crédit, etc. Tout ça mis tout bout à bout, on va avoir dans notre poche nette de charge de ces 300 € à peu près un peu moins de 150 €. Et c'est ça qui est important d'avoir, c'est de pas forcément avoir le loyer brut en tête, c'est quand même le loyer net qui reste à la fin. Et avec ça, derrière, en fait, on peut faire un crédit sur 20 ans avec les taux en cours qui va être de l'ordre de un peu moins de 30 000 €. Donc ça veut dire que si on met tout bout à bout, avec moins de 3 000 € au départ, si je mets moins de 3 000 € sur la table, en fait, j'arrive à autofinancer quelque chose à Limoges. Et je dis pas, il y a plein de villes où la bascule va même être négative. Pourquoi est-ce que je parle de Limoges? Parce que, en fait, c'est une ville qui est quand même dynamique, même si effectivement, quand on parle d'immobilier aujourd'hui, on pense pas à Limoges, on va penser à Lyon, on va penser peut-être à Paris, on va penser aux villes aux alentours de Paris. Mais une ville comme Limoges, pour un 20 mètres carrés, il y a de la demande. Il y a une demande étudiante. C'est une ville où il y a plus de 20 000 étudiants. C'est ce que j'allais dire, parce qu'en fait, voilà, c'est sûr que c'est bien joli, entre guillemets, mais t'es pas si théorique que ça, je vais y revenir. Je suis pas dans la critique, non, je suis pas en train de te tracher la gueule déjà, là, d'office, j'attends encore 10 minutes. Mais en effet, c'est bien joli d'acheter à 32 300, etc. Mais si t'es mal placé ou si t'es dans une ville où il n'y a pas d'étudiants ou en effet, et que t'as pas la demande, mais ça, normalement, j'imagine que toutes ces données, tu les as aussi. Tu sais que c'est dynamique, tu sais qu'il y a de la demande, tu sais que... J'ai pas dit Limoges par hasard. Ouais. Et effectivement, dans ces 200 villes, parce qu'on peut très bien faire des calculs où effectivement, on va avoir une balance qui va être négative. J'ai un de mes potes, je sais pas s'il y a des habitants de Belfort qui nous écoutent, mais qui a acheté à Belfort il y a assez longtemps sur un Robien dont je sais plus comment ça s'appelle désormais, Cellier, ouais, voilà, l'investissement défiscalisé, il s'est complètement fait éclater parce qu'en fait, en tout cas là où il a acheté à Belfort, je connais pas Belfort, mais il y a pas de demande en fait du tout. Alors, et du coup, il se retrouve un peu comme un con avec son truc sur les bras, quoi. On va dériver un peu du sujet, mais c'est vrai que ces programmes-là, il faut être extrêmement vigilant. Et moi, je suis très prudent face à ces choses des programmes de défiscalisation dans le neuf, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me fais un peu défoncer parce que on le dit beaucoup sur la martingale. D'accord. Il faut faire attention, mais non, je préviens, mais on a le droit de le dire, mais je crois qu'il y a à la marge quelques-uns qui sont bons, mais moi, j'aurais un sentiment d'un 80 de produits pourris, 20 de produits intéressants. En fait, c'est complètement au doigt. Encore une fois, l'objectif est très louable. L'objectif est louable, c'est de construire des logements, parce qu'il manque de logements en France, construire des logements. Et réserver aussi ces logements-là à des populations un peu plus en difficulté. Parce que c'est le principe, on va louer à des ménages plus modestes, etc., sous conditions de revenus, etc. L'objectif est très louable. Après, ça va être plus être dans la réalisation que je vais être plus critique, dans le sens où, en fait, les acheteurs qui vont acheter ça vont avoir en tête, vont regarder en fait la rentabilité, la défiscalisation qui est évidemment attractive. Ils voient un produit financier, pas un produit immobilier. Exactement. Alors qu'on achète de l'immobilier. Et l'immobilier, c'est local, c'est un ancrage local, et c'est quelque chose qui vit dans le temps. C'est pas une action une action totale qui va rester une action totale dans 10 ans, etc. Ce sera la même action. L'immobilier, ça bouge, ça vit, et c'est un ancrage très fort local. Donc, ce qui va se passer sur ce type de bien, généralement, c'est qu'on va le payer plus cher que l'ancien. Et on va le payer, et ça va pas être négligeable. Et donc, tout le pari, c'est de se dire, en fait, dans 10 ans, une fois que le programme de défisque sera terminé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que, du coup, le gap va se combler? Et généralement, alors je dis pas généralement, mais les mauvais exemples qu'on a, c'est que finalement, toute la défiscalisation qu'on a fait pendant 10 ans, on la repère au moment de la vente du bien. Ouais. Ce qui, du coup, en termes d'objectifs, qui est pas fantastique. Et il y a une sorte de waterfall, enfin, d'enchaînement aussi de commissionnement, entre les promoteurs, les vendeurs immobiliers, exactement. Le vendeur, soit des conseillers en gestion de patrimoine, soit voilà, qui fait qu'aussi dans cet alignement de commission, finalement, c'est souvent là où tu perds ta plus-value, quoi. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut être prudent. Et après, parce qu'il y a aussi eu plein d'histoires de gros programmes aussi immobiliers comme ça, qui sont faits dans des territoires où il n'y avait pas forcément, qui est très mal placé, où encore une fois, on achetait un produit financier versus de l'immobilier. Et du coup, on se retrouve au bout de 12 ans, à la fin du programme fiscal, où en fait, on se retrouve 4 propriétaires à mettre en vente au même moment. C'est invendable. C'est invendable. Et on a vécu des choses comme ça. Oui, parce que tu as trop d'offres versus une demande, même dans C'est quoi le message qu'on envoie, en fait, à la demande,
aux acheteurs quand dans la même copropriété, il y a 4 biens qui sont identiques, qui se vendent en même temps. J'avais pas vu ça sous cet angle, c'est intéressant. Ouais. Et alors après, en fait, il y a des programmes aujourd'hui, c'est donc Pinel, etc., qui peuvent être intéressants sur les petites copros, très bien situées, où en fait, c'est pas 100% du Pinel. Que les futurs logements sont pas 100% du Pinel. Et dans une propriété, on peut avoir ce genre de choses. Pinel et Cellier, c'est la même chose? C'est les programmes de défisque dans le neuf. Dans le neuf. Ok. On s'est écarté du sujet. On s'est écarté, j'y reviens, c'est de ma faute. Mais donc, on était 3 000 € sur la table pour un bien à Limoges. Et l'idée, c'était de dire qu'il y a de la demande locative à Limoges. Il y a des étudiants. Est-ce que tu sais si c'est... typiquement, je crois qu'à Paris, il n'y a pas assez de biens pour les étudiants. Donc, du coup, ils vont plus loin. Est-ce que on est dans le même contexte à Limoges? Tu as ce genre de données ou... Alors... C'est pas du tout pareil parce que typiquement Limoges, c'est une ville qui est plutôt plébiscitée pour la qualité de vie pour les étudiants parce que c'est pas cher. Okay. Enfin, c'est d'ailleurs quand on fait des classements de l'étudiant ou autre, etc. C'est des villes qui ressortent toujours dans le top parce que effectivement par rapport à Paris, la vie étudiante va pas être très chère et donc c'est très bien. Mais donc c'est très important ça d'être quand on va investir, en fait d'aller beaucoup plus loin que le taux de rentabilité qu'on va afficher. C'est de comprendre en fait la demande locative locale et effectivement d'utiliser des sites potentiellement comme Meilleurs Agents ou d'autres qui vont diffuser de la connaissance sur les locataires, sur le public visé en fait. Est-ce que j'achète un 20 mètres carrés à Limoges, est-ce que j'ai de la demande? Est-ce que si j'achète un 20 mètres carrés à Mulhouse, est-ce que j'ai de la demande? Et en fait, tous les territoires vont être intéressants en fonction de l'objectif qu'on va avoir. Mais surtout, ce qui est très important, c'est est-ce que le bien que j'achète, est-ce qu'en face de ce bien-là, j'ai une demande qui est associée? C'est ça, sachant que moi d'après ce que j'ai vu récemment dans un échange qu'on a pu faire sur la Martingale avec Quentin Domuniti, c'est que en fait. C'est normal dans mon âge. Toi, t'as 33 ans. Tu m'as dit tout à l'heure, j'en ai 42. À mon moment là, j'ai pas envie d'avoir plein de petits appartes. Parce qu'en fait, tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai entendu dire oui, tu peux en acheter plein, tu le laisses pendant 20 ans, ça vit tout seul. Non, c'est pas vrai. Ça vit pas tout seul. Moi, je l'ai vécu, etc. Et ce que dit Quentin, c'est qu'en fait, quand t'arrives à une tranche de vie en midlife, tu sais que t'as pas envie d'en avoir. Et donc, typiquement, moi, mon envie, elle serait de me dire comment je peux en acheter plutôt moins, mais des gros. Comme ça, parce que le cumul de 10 appartes à 32 000 €, je préfère en acheter un à 320 000 en fait. Mais probablement que les ratios et les rendements sont moins bons, ou ça se trouve, tu peux aussi me trouver ça sur tes stats, j'imagine. Bien sûr. Après, tu peux faire ces genres de choses et après, potentiellement, tu pars sur de la colocation parce que où tu vas avoir de la rentabilité aussi qui va être un peu meilleure, etc. Mais qui reste aussi de la gestion. En fait, c'est une question de gestion, ce qu'on décrit. Et donc c'est là où la question c'est est-ce que je gère moi ou est-ce que je fais gérer, qui va encore une fois un peu grignoter ma rentabilité. Les calculs que je te donne là, oui, on peut les faire pour un bien qui va être plus grand. Mais après la question c'est effectivement est-ce qu'à Limoges, en fait acheter un bien de 100 mètres carrés. Du coup, ça va être à 150 000 €. Ouais. Mais est-ce que acheter un bien de 100 mètres carrés à Limoges, est-ce que, en fait, j'ai une certaine demande? C'est parce pour ça que je posais cette question. Parce que du coup, là, je vais rentrer en concurrence, potentiellement avec ce prix-là, avec des maisons, des pavillons, et donc, parce que le bien, soit effectivement, c'est de la colocation. Est-ce qu'il y a une certaine demande de colocation à Limoges? Pourquoi pas? Ça reste quand même une ville qui est étudiante, donc ça peut marcher. Mais en face, je peux aussi faire le choix, de louer à des familles. Pour ce type de bien. En plein centre-ville, etc. Aujourd'hui, c'est aussi des choses qui changent dans la demande, d'être aussi de moins prendre sa voiture, d'être hyper central, accéder au commerce à pied, etc. D'être très urbain. C'est aussi une certaine demande, mais on va rentrer aussi en concurrence dans ce cas-là avec des pavillons, des maisons, avec un espace extérieur et tout. Donc peut-être que avec ce prix-là à Limoges, peut-être que c'est plus intéressant d'aller acheter une maison de ville. Oui. Et là, parce que du coup, tu peux à la fois viser la colocation pour des étudiants, avec en plus un truc incroyable dans une coloc, dans une maison, c'est fantastique, ou viser aussi les familles. Et donc là, en fait, en termes de demande,
Voilà, avant de venir, j'écoutais l'épisode avec le cofondateur de Bivouac, Martin Ménez, qui te disait le meilleur investissement, c'est celui qui se loue. Ouais. Et c'est tout à fait ça. Et donc, en fait, faut maximiser ta cible en fonction du territoire dans lequel tu vas être. Et dans tous les territoires, il y a de la demande. Tous les territoires. 60% des Français sont locataires. 60% des Français sont... Oui, donc ça fait quand même quelques non, pardon. Oh là là, j'ai dit n'importe quoi. Excuse-moi. 60% des Français dans les grandes villes sont locataires. Dans les grandes villes, ok. Et c'est l'inverse dans les en moyenne. Pardon, j'ai dit. Ok, mais très bien. Grande ville ou moyenne ville? Moyenne et grande ville. Ok. Voilà. En fait, la stat française, c'est 60% des Français sont propriétaires, 40% locataires. Mais en fait, ce chiffre est gonflé, notamment avec les territoires ruraux, qui représentent quand même une grosse partie de notre parc immobilier. Et dans les grandes villes, c'est l'inverse. Okay. Et avec Lille, Paris, où on va être à 60-70% de locataires, 70% est pour Paris, pour Lille, etc. Et 30% de propriétaires. Voilà. Donc les chiffres sont inversés dans les grandes villes. Ouais. Et je pense, avec ce qu'on est en train de vivre, avec la crise sanitaire, etc., que c'est des ratios qui vont continuer. On parle d'un afflux massif des Français des grandes villes vers les moyennes villes. Donc, si je lis entre les lignes, quand tu me parles de ces 72 moyennes villes, donc tu as Limoges qui est la première, en fait, dans ton classement, j'imagine. On l'a mis première parce que, notamment, en face, au-delà de la rentabilité, ce qu'on a voulu regarder, voilà, qui est tout notre... nos conseils, c'est la demande qui est en face. Et donc, le risque qui est lié à la location. Donc, le risque de pas louer le bien, qui est la première chose, et le risque de perdre en capital. Parce que on veut aussi investir dans des territoires qui sont attractifs et qui, alors, sans avoir de boule de cristal, parce que je suis incapable de te dire ce qui va se passer dans 20 ans, quels sont les fondamentaux aujourd'hui du marché de l'immobilier qui font que on est sur des bases qui sont quand même plutôt solides. Et donc là, il faut regarder, c'est l'attractivité économique d'un territoire. Est-ce qu'il y a de l'emploi? C'est quoi le taux de chômage de ces villes-là? Ça, vous le rentrez en compte dans l'étude? Bien sûr, c'est des choses qu'on prend en compte dans ce genre d'études. C'est hyper important. Quelle est la démographie? Est-ce que je suis sur un territoire qui attire des gens ou est-ce que je suis sur un territoire où les gens ont plutôt tendance à partir? Extrêmement important. C'est les tendances de fond du marché. Et mine de rien, en France, oui, vous avez des territoires où vous avez une démographie qui est négative. La Côte d'Azur. Une ville comme Nice a une démographie qui est négative depuis longtemps. C'est-à-dire que les gens s'en vont de Nice. Parce que t'as un rapport à Nice entre les personnes plus âgées. Les gens meurent à Nice, ils s'en vont pas, c'est ça le problème. C'est un autre type d'immobilier. Ouais, c'est ça l'immobilier plaisir, pour être plus politiquement correct, si tu veux. L'immobilier retraite. L'immobilier retraite. Paris est un territoire qui perd des habitants. Et paradoxalement, le prix de l'immobilier continue d'exploser. Mais c'est d'autres fondamentaux qui existent à Paris et qui sont nulle part ailleurs. Et la dernière chose aussi à regarder et qui va être important, c'est quoi les infrastructures locales qui changent le cadre de vie des habitants. L'exemple parfait de ça, c'est Bordeaux. Bordeaux. TGV. Non, alors TGV, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que le mouvement bordelais, c'est quelque chose qui a eu lieu en fait entre les années 2000 et 2015, avec une rénovation de la ville qui est incroyable. Le Bordeaux des années 2000 n'a rien à voir avec le Bordeaux d'aujourd'hui. J'y suis allé il y a une semaine. À chaque fois que tu y vas, à chaque fois que j'y vais, j'hallucine. Ouais, en effet, je me souviens d'une ville. Oui, en effet, il y a pas. C'était une ville sombre. C'était qui craignait un peu. C'était une ville où les façades n'étaient pas forcément très belles. C'était une ville qui était engorgée, etc. Il y a eu des énormes travaux de rénovation du centre-ville, qui est magnifique. L'aménagement de différents ponts, etc. Le tramway qui change du coup, qui désengorge aussi, moins de bagnoles dans une ville comme Bordeaux, moins d'embouteillages. Et puis effectivement les travaux aussi avec le TGV qui apporte aussi quelque chose, mais c'est vraiment la cerise sur le gâteau qui arrive très tard, et l'envolée des prix à Bordeaux, elle s'est fait bien avant tout ça. Ouais, bien avant. Ok, et donc sans parler même de TGV, si je reprends ces 72 villes, il y en a sur tout le territoire, je veux dire, est-ce qu'elles sont concentrées sur le sud, sur le nord, dans l'ouest? Parce que souvent on va dire aussi que, et c'est un des apprentissages que j'ai sur la martingale avec mes différents invités spécialistes dans l'IMO, c'est que faut quand même pas aller chercher trop loin de ton territoire, enfin dans ta chasse, c'est-à-dire que si t'habites en Corse, va pas nécessairement acheter un bien à Lille, quoi, parce que c'est le premier conseil de base qui est ok, il y a des chiffres, etc. On voyage, c'est super, mais il faut investir dans des territoires qu'on connaît. Et donc déjà le premier truc, c'est quand même d'aller dans les villes.
Ne serait-ce que par exemple pour ce que tu dis sur un truc à un loyer à 300 €, si pour te déplacer dans la ville où tu as investi parce qu'il y a un changement de locataire, parce que tu as un truc à aller voir, parce que bref, il y a 2-3 fois et que ça te coûte 300 balles pour y aller, déjà tu perds un mois de loyer. C'est ça. Il y a ça. Alors après, il y a toujours la question aujourd'hui, il y a des entreprises, tu les reçois, qui gèrent pour toi. Et que ça a un certain coût, mais ça peut aussi avoir un certain bénéfice dans le fait que c'est pas toi qui t'en occupe. Donc on parle justement des bivouacs, Mastéos, Immocities et consorts. Ouais. Exactement. Okay. C'est très intéressant ce qu'ils peuvent faire et c'est des choses évidemment à regarder dans le fait de pas gérer toi, parce que c'est toi qui gères, c'est ton temps, c'est de l'argent. Bon oui, il y a des gens aujourd'hui qui le font très bien pour toi. Ça m'inquiète moi un peu tous ces business en l'occurrence. Alors je t'explique pourquoi. Mais alors je trouve ça génial. En l'occurrence, je trouve ça génial. À chaque fois que j'en reçois, je trouve ça super. Ceux qui écoutent la martingale, écoutez, j'ai fait 3 épisodes. Il y en a d'autres. Je cite ceux que je connais, que j'ai reçus. Les autres vont me contacter pour venir, j'imagine. Mais donc en effet, Mastéos le plus récent, Immocities et Bivouac par exemple, donc qui vont acheter des appartements dans des endroits, j'imagine, qui vont bien aller poncer tes données quand même, non ? Bah oui, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Ouais, le but de Meilleures Agences, c'est de apporter de la transparence sur le marché de l'immobilier. Donc, si on peut aider. Tu m'expliqueras le modèle économique après. Mais, et donc, du coup, je me dis, tu vois, s'ils nous écoutent, et puis ils nous écoutent généralement, ces gens-là, ils vont, et puis ils ont dû regarder ton rapport, ils vont dire, tiens, Limoges, c'est bien. Et en fait, ils vont faire un raid sur Limoges. Et comme tu le disais, quand tu as 3 ou 4 apparts dans une même copro à vendre, ça peut tout de suite faire baisser le prix. Mais quand tu as 3 gus comme ceux-là, qui sont un peu vénères, qui vont arriver et qui vont se dire, tiens, on va acheter 200 appartements sur Limoges, tu peux faire péter les prix aussi. Tu vas faire péter les prix. Oui, après, oui et non, parce que ça reste en fait à la marge. Le marché français, c'est plus d'1 million de transactions par an. Oui, mais je reprends, tu dis 1 million de transactions, je prends les appartements de 15 à 25 mètres carrés à Limoges, ça doit être 500. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'était déjà un peu le cas avant. En France, on aime beaucoup la pierre. On aime beaucoup la pierre et on aime beaucoup la pierre en tant que particulier. À différence de marchés comme l'Allemagne, par exemple, l'immobilier locatif est énormément détenu par des institutionnels. Donc, c'est des entreprises qui sont propriétaires des biens, etc. Et en fait, tu loues pas à des particuliers en direct, qui sont derrière, qui détiennent de l'immobilier physique. C'est des professionnels c'est des professionnels. Donc. Et les prix sont plus bas, du coup, non, en plus, en Allemagne? Alors après, pour d'autres raisons. Ouais. Mais oui, les prix en Allemagne, alors ça dépend où. La région la plus chère, c'est la Bavière avec, Munich, etc., qui est le poumon économique de la ville. Mais effectivement, si tu compares Berlin à Paris, ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas aussi non plus la même ville, même en termes de marché de l'immobilier, d'étendue. Et Berlin, c'est immense. Voilà, il n'y a pas une ville qui est encerclée au sein d'un périphérique. Mais c'est un autre. On parlera de ça à un autre moment si tu veux. Oui, tout à fait. Mais oui. Donc, en fait, ils répondent aujourd'hui ces sociétés-là à un besoin qui est d'investisseurs. Les 40% de locataires ou 60% de locataires dans les grandes villes de France. En fait, ces biens-là sont détenus par des particuliers. Ouais. C'est très peu en France détenus par des grandes entreprises. Donc, ça répond, en fait, ils répondent à un certain besoin qui est pas nouveau, qui existe depuis des années, l'investissement immobilier, etc. Donc, voilà. T'es pas aussi inquiet que moi. Là. Non. Tu étais beaucoup plus professionnel sur le truc. Je sais pas. Du coup, si je vais avec eux ou si j'y vais en direct, tu peux me donner d'autres exemples ou d'autres endroits tu m'as parlé de Limoges, tu m'as dit que tu pouvais me faire voyager. Donc, alors, je te fais voyager, c'est parti. Donc, dans les 72 villes, on en a gardé 10. Ouais. À la fois parce que en termes de financièrement, on peut mettre en mettant moins de 15 000 euros sur la table. Voilà, le truc s'autofinance et voilà. On parle de petits biens, mais on pourrait faire le même calcul pour des gros biens. Je les ai pas là, mais voilà. Et en face, on regarde aussi les risques parce que c'est très important. Le risque de pas louer le bien. Ok, donc est-ce que le bien que je cherche là, est-ce qu'on va être il y a une certaine demande qui est en face, et quel est le risque aussi que le bien perde de sa valeur. Voilà, au regard des fondamentaux du marché économique, démographique, etc., etc. Voilà, et donc dans les 10, si on voyage un peu, on va un peu plus loin que Limoges, Nancy. Très bien. Très belle ville étudiante également, etc. Prix de l'immobilier à 2 000 euros. Donc, tout compris, etc. Un 20 mètres carrés, vous l'aurez à 50 000 euros avec les frais d'agence, frais de notaire, etc. Vous pourrez le louer 350 euros.
Ok. D'accord. En déduisant des coûts et compagnie, on peut faire un crédit de l'ordre du coup de 35 000 euros. Donc on voit la pirouette et donc avec un peu moins de 15 000 euros, bah du coup hop, j'ai un truc qui s'autofinance à Nancy, très belle vie d'étudiante et pour le coup en plus en termes d'économie aussi, d'attractivité, c'est une ville aussi qui marche assez bien. T'as en tête 35 000 euros, sur combien de temps il faut emprunter? Toujours à chaque fois 20 ans. Et donc, t'as des remboursements de crédit qui sont de moins de 350 euros, du coup. C'est ça, hein, c'est l'idée, quoi. Ah oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. Et c'est les remboursements de crédit hors les charges qui sont, et impôts. Exactement. Ouais, très bien. Exactement. Okay. Parce que du coup, on prend ça en compte. Parce qu'on va provisionner via le loyer qu'on va récupérer, provisionner ces charges-là, auxquelles on touche pas. Aux alentours de 200 euros ou quelque chose comme ça, je pense. Exactement. Okay. Exactement. Après Nancy-Poitiers, qui est aussi une très belle ville étudiante et un taux de chômage aussi qui est extrêmement bas à Poitiers, et attractive, ou à peu près pour les mêmes tarifs alors c'est un peu moins cher que Nancy, mais on va s'en sortir aussi très bien. C'est pas loin, en plus, Poitiers, c'est 1h15 de TGV ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Ouais, donc c'est vrai que c'est... Enfin, alors, pardon, excusez-moi, je me positionne en parisien. Mais en effet, donc pour vous, si vous êtes dans ces coins-là, Poitiers, dans la région, il y a Tours, c'est bien Tours? Tours aussi. Alors, j'ai pas des... C'est pas dans les 10. C'est pas dans les 10 qu'on a sortis. Okay. C'est pas dans les 10 qu'on a sortis. Mais une ville comme Tours, est aussi intéressante. Alors je crois qu'elle avait perdu un peu aussi d'étudiants parce qu'il y a des écoles qui sont notamment centralisées avec Poitiers. D'accord. Qui a fait que du coup ça a mis mais il reste une vie étudiante qui reste très forte. Et c'est pareil là-dessus. Ça veut pas dire, je reviens sur cette idée d'étudiants et il faut pas acheter n'importe quel 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés à Poitiers, parce que si t'es à 15 kilomètres, alors c'est peut-être pas possible, mais en tout cas, si t'es vraiment à l'autre bout de la ville par rapport aux universités, aux écoles, en tout cas la vie étudiante, tu l'auras moins facilement que si t'es à 300 mètres, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est là où, du coup, encore une fois, le meilleur conseil à donner, c'est déjà d'y aller, mine de rien. Soit si on connaît pas le territoire, c'est d'y aller, d'aller passer un week-end, d'aller voir en fait, et de pas acheter un truc dans lequel de toute façon déjà nous on se sentirait mal. Voilà, donc il y a ces choses-là. Je me projette dans tout ce que tu m'as fait sur les datas tout à l'heure avec ces trucs et je me dis mais on pourrait avoir quasiment un achat automatique avec vous. Là, si tu me dis, je te dis, tiens, moi, je te donne mes critères, tel étage, pas de vis-à-vis, à Poitiers, dans un rayon de X kilomètres autour de l'université, tel rendement, tel truc. Et puis, je mets tel prix et puis tu mets un DocuSign, quoi. Et puis c'est parti, non? C'est parti. Et puis on n'est pas si loin de ça. Une petite visite en 3D. Mais non, mais je m'en fous de la visite. Moi, je te fais confiance. Mais non, c'est fou. Si tu me dis qu'il n'y a pas de vis-à-vis, qu'il n'y a pas machin, que le truc est bien entretenu, que tu as toutes les bonnes datas. Il y a quand même, je recommande quand même d'aller visiter les biens, ou au moins de faire une visite en 3D pour quand même regarder ce qui se passe et ce qu'on nous vend. Dit le docteur en data immobilière. Donc, comme quoi, même ceux qui... Non, mais je pense que tu as raison, évidemment, mais c'est intéressant. Faut pas oublier une chose, l'immobilier, c'est quand même, voilà, c'est physique. On achète quelque chose de physique, hein. Donc, on n'achète pas un bout de papier, etc. Il y a quand même un ancrage physique extrêmement fort. Mais évidemment, j'imagine que c'est quand même le truc poussé à l'extrême auquel vous pouvez penser pousser votre métier, quoi. Oui, on a participé évidemment depuis 12 ans maintenant à la digitalisation du marché de l'immobilier et on continue de le faire. Pour en fait simplifier les choses. Et c'est vraiment notre vocation dès le départ. Je t'arrête parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce que je t'ai mis en retard tout à l'heure et j'ai quand même 1 million de questions après les quelques villes que tu dois me citer. Donc tu m'as dit Limoges, Poitiers, Nancy, c'est vrai. Voilà, une ville qui est intéressante aussi, une ville comme Saint-Martin-d'Air. Saint-Martin-d'Air. Est-ce que tu sais où est Saint-Martin-d'Air? Mais j'ai jamais entendu parler de Saint-Martin-d'Air. C'est dommage parce qu'en tant que serial investisseur, une ville de Saint-Martin-d'Air qui est juste à côté de Grenoble. D'accord. Et qui est la ville, en gros, où il y a toutes les écoles à côté de Grenoble, grosse ville étudiante, etc. Et donc il y a 80% d'étudiants dans une ville comme Saint-Martin-d'Air qui est tout petite, mais du coup très très forte demande étudiante sur une ville comme ça. Et donc potentiellement acheter un appartement là-bas de 20 mètres carrés, on va être sur de l'ordre de à peu près 2 000 euros du mètre. Donc on fait à peu près les mêmes calculs.
Mais il y aura jamais de problème de vacances locatives dans une ville comme ça. Typiquement pour ce public-là. Et encore une fois, c'est ça, ce qui est important. Voilà, c'est le bon investissement, c'est celui qui va se louer. C'est est-ce que le bien que j'achète, est-ce que j'ai une cible en face et je dois me débrouiller pour que la cible soit la plus grande possible pour limiter ma vacance locative. Très beau, Saint-Martin-d'Air, à côté du Ikea de Grenoble, voilà. Le Casto, il y a un géant casino, on est bien un campanile. Un campanile, parfait. Si y a le campanile. Vraiment, ça fait rêver. Alors, pour connaître typiquement aussi de loin Grenoble, mais en y étant passé quelques fois, ce genre d'endroit, en fait, on a peu de chances de valoriser en fait son bien immobilier là-dessus. En tout cas, en revanche, c'est qu'on a des très très bons rendements, mais on va pas faire plus 30, plus 50% dans les 20 prochaines années normalement. Non. Alors, j'ai pas de boule de cristal là-dessus évidemment, mais ça va dépendre vraiment de ce que tu vas vouloir. Quand tu fais un investissement immobilier, il y a 2 dimensions en fait à prendre en compte. La première dimension, c'est ta rentabilité en cash flow, ça va être la rentabilité basée sur les loyers que tu vas avoir tous les mois. Et tu vas avoir ta rentabilité aussi. Je suis allé engueuler mes enfants entre-temps, pardon. J'espère que t'as pas été trop mal à l'aise. J'ai essayé de continuer de parler. J'ai essayé de continuer de parler. Il n'y a pas de problème. Et la rentabilité sur le revenu. Donc toi, ce que tu évoques, c'est la rentabilité sur le revenu. Notamment, donc les gens qui ont investi à Bordeaux dans les années 2000, ils sont plutôt contents face à la montée des prix. Donc toute la question sur cette rentabilité-là sur le revenu, c'est quel est le Bordeaux de demain ? Quel est le Bordeaux de demain ? Et donc ça, t'as pas la boule de cristal. Là, j'ai pas la boule de cristal, mais c'est là où s'il faut une connaissance quand même locale des territoires et essayer d'anticiper, notamment quels sont les gros travaux, quelles sont les grosses ambitions qui vont jouer sur la qualité de vie des gens. Des exemples qui sont assez sympas aujourd'hui et auxquels je crois assez. En Ile-de-France, moi, c'est le Grand Paris. En tant que parisien, le Grand Paris est pour moi une terre d'opportunités sur le marché de l'immobilier qui est assez fantastique. C'est le projet du siècle. Ça va transformer le paysage de l'Île-de-France sur les 15 prochaines années. Tu ouvres mes chakras, mais de ouf, hein, t'as pas idée, parce que en effet, entre Saint-Martin-d'Esch, c'est ça, j'ai bien dit, Saint-Martin-d'Air et le Grand Paris, des choses que je regardais pas, Poitiers non plus, pas nécessairement. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir ça. Et ce qui me surprend, c'est que t'es pas de boule de cristal là-dessus, entre guillemets. Je dis une boule de cristal, évidemment, c'est toi qui utilisais le terme, mais j'ai ces souvenirs de McDonald's qui achetait des cartes satellites. Tu connais cette histoire hein, dans les années 80, hein, enfin voilà, pour voir un peu comment s'étendaient les villes. Et donc c'était fait à la mano, c'était quand même un peu du feeling, tu vois, c'était pas de la data, de la science comme tu fais. Je rappelle que t'es docteur, hein, que vous êtes quelques-uns, mais ils voyaient que les villes, ils achetaient des cartes, donc des prises de vue satellites au-dessus des villes sur plusieurs années pour voir comment elles grandissaient, vers où elles grandissaient. Ils achetaient des terrains quelques années avant, en se disant, on pourra faire un beau McDo ici parce que la ville va dans ce sens-là. Tu dois quand même avoir des données qui te disent à un moment, attends, il y a des choses, des tendances où normalement cette ville, elle devrait pouvoir prendre 20 ou 30% dans les 10 prochaines années. En fait, ce qu'on regarde, typiquement, si je prends l'exemple du Grand Paris, et si tu veux, on pourra se revoir pour parler vraiment du Grand Paris, parce qu'il y a des tas de choses à se dire sur ce sujet. Qu'est-ce qui a joué sur les prix en Île-de-France ces 30 dernières années ? C'est l'arbitrage que font les ménages entre temps de transport et pouvoir d'achat immobilier. Quand tu prends l'équation comme ça, c'est comme ça que tu vois tous les territoires qui ont pris de la valeur. Et quand je dis connexion, temps de transport, c'est temps de transport au gros centre, au grand hub parisien, les gares, la Défense, etc. Et quand tu prends cette équation comme ça, tu vois très bien une ville. Est-ce que tu connais la ville d'Île-de-France qui a le plus augmenté ces 20 dernières années ? D'habitants ? Non, en termes de prix d'immobilier, qui a le plus augmenté. Est-ce que tu connais la ville d'Île-de-France qui a le plus augmenté ces 20 dernières années ? Tu vas me surprendre, du coup... Non, j'en ai aucune idée. C'est Montreuil. Montreuil. Ça m'étonne pas tant que ça. Montreuil. C'était vraiment pas cher il y a 20 ans. Vrai, c'était vraiment pas cher. Ça a explosé. On est sur... on doit être sur du 250% sur 20 ans. 250%. C'est beaucoup plus que Paris.
c'est beaucoup plus que la moyenne de l'Île-de-France. 250%, c'est donc c'est plus que fois 2, parce que 100% c'est fois 2. Donc 250 c'est fois 3,5 presque. Ouais. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Et donc ça s'explique par quoi? Connexion, changement aussi du cadre de vie des habitants. Montreuil, alors il y a différents Montreuil parce que c'est très grand. Oui, Montreuil a changé de visage en fait aussi. Et c'est un peu comme Bordeaux. Une ville comme Pantin, qui doit être à peu près du même ordre, c'est 230% Pantin, le long du canal de l'Ourcq, etc. Et là-dessus, il y a des trucs complètement prévisibles. Ce que je veux dire, c'est que c'est là où je parle de boule de cristal. C'est-à-dire que par la data, pas que de l'intuition, mais tu parles des TGV cerise sur le gâteau. Montreuil, ça m'étonne pas du tout. Je veux dire, on savait autour de Paris il y a 20 ans que c'était trop peu cher pour que ça reste comme ça. Donc il y avait une différence de prix. Et je prends autre chose là qui est plus infrastructure, mais dans le 17e, là où il y a mon bureau, il y a la ligne 14 qui a ouvert il y a 6 mois. Et la ligne 14, en fait, ça fait elle devait sortir en 2016, je pense. Elle est sortie en 2021 ou 2020, enfin avec 4-5 ans de retard. Mais tout le monde le savait. Moi, quand j'ai acheté, tout le monde le savait, tu vois. Et en fait, au moment où la ligne 14 ouvre, on a l'impression que les prix augmentent encore plus. Comme si, tu vois, enfin, c'est presque un peu débile, ça. Alors, c'est des nouvelles mobilités qui sont créées. Oui, mais on le sait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais on le sait, il faut le vivre pour que ça augmente. T'as l'impression, en fait. Presque. Mais la réalité, c'est que les prix aux alentours de la ligne 14, on a fait une étude là-dessus au moment où c'est sorti là, en décembre dernier. Ouais. Ça faisait 5 ans qu'ils ont plus augmenté que le reste du 17e. Ouais. Les biens qui sont dans un rayon de 500 mètres, je sais plus ce qu'on a fait, 500 ou 800 mètres. Je suis à 200, je pense. T'as 200? Bravo. Ouais. Ça a plus augmenté dans ce micro-quartier et on est capable de faire ce genre de choses. Et on l'a mesuré. J'ai plus les chiffres en tête, je veux pas raconter de bêtises. Mais oui, ça a surperformé aux alentours de la ligne 14 ces 5 dernières années. Et ça a commencé à partir du moment de l'annonce. Et ce qui est rigolo, ces choses-là, ce qui est rigolo, moi ça me fait marrer parce que c'est un peu ma passion, mais tu regardes dans les annonces. Regarde dans les annonces immobilières. Proche, ligne 14. Faut toujours regarder les mots-clés dans les annonces, ce qui fait que c'est ça qui est valorisé, mis en avant, etc. Proche université, proche, voilà. Future ligne 14, ouverture, etc. Et c'est des choses qui ont été valorisées depuis des années, en fait. Et c'est là où, quand tu connais bien, entre guillemets, tu vois, là, à ligne 14, nous, on parle, parce que si vous connaissez pas bien Paris, ça vous parle pas, mais chez vous, dans chaque ville, si t'es à Poitiers, si t'as ces opportunités, parce que il y a une nouvelle ligne de bus, il y a une gare, il y a un nouveau gros bureau qui ouvre, il y a une université, une école, enfin voilà, il faut être capable de comprendre et regarder dans les annonces, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ça, et c'est quoi, en fait, les dynamiques locales et qui sont prévues. Voilà, et souvent, tu as des choses annoncées sur les sites des mairies, sur les sites des régions, etc., sur les gros travaux d'infrastructure et être capable d'évaluer l'impact que vont avoir ces choses-là sur la vie locale et la qualité de vie. Alors, tu m'as décrit plein de choses. Évidemment, on n'a pas pu parler, on pourra pas parler de toutes les villes, des 72 dans le détail, etc., etc. Donc là-dessus, il y a un rapport que vous avez sorti. Tout à fait. Tout est dispo sur notre site web. Je le trouve où? Sur le site web de Meilleurs Agents. Le rapport Meilleurs Agents sur Google, je le trouverais bien. Sinon. Non, après, parce qu'on fait plein de choses. Il y a plein d'études sur le marché de l'immobilier qu'on sort tout le temps, parce que c'est aussi un peu notre vocation d'apporter encore une fois toutes les clés de lecture qui peuvent exister. Donc on a un blog sur le site qui s'appelle Wikimo et depuis le site de Meilleurs Agents, vous avez accès, vous descendez sur la première page et vous avez accès à ce blog-là avec un peu toutes les études qu'on peut faire. Info Wikimo, voilà. Exactement. Voilà, très bien, je mettrai le lien. Meilleursagents.com/Wikimo, wiki comme Wikipédia et Imo. Ça c'est pour on va dire pour les conseils. Ouais. Et après pour vraiment avoir le résultat de la data sur le marché de l'immobilier, combien vaut votre bien, combien vous pouvez louer le bien que vous allez acheter, etc. Parce que c'est très important aussi du coup de faire bien les calculs. Vous pouvez utiliser nos moteurs, nos simulations, etc. Donc disponibles gratuitement sur le site de Meilleurs Agents. Vous avez juste besoin de vous créer un petit compte. On n'en fait rien, on vend pas les datas, je vous promets. Ouais. Et tout ça est très précis et vous permet de vous donner des bonnes clés de lecture pour vos futurs investissements. Et alors, si je veux, est-ce que je peux créer, parce que en fait, comme je te le disais, moi, c'est là où je voudrais avoir jusqu'où je peux exploiter cette puissance. On va pas faire un petit cours tout de suite, mais
Je te disais, moi, j'ai une tendance à regarder les biens immobiliers que j'ai sur Meilleurs Agents. Je peux les enregistrer, les estimer, etc., etc. Mais est-ce qu'il y a un moyen d'avoir des alertes ou des choses justement et me dire, ok, je veux étudier ça, je voudrais suivre des choses. Comment est-ce qu'on peut pousser à fond l'outil ou ça reste quand même un truc assez simple et les data, c'est vous qui les avez? Non. Alors, les data, c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils que tu vas avoir, c'est surtout des outils là d'estimation, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles on veut travailler dans le futur pour notamment améliorer l'expérience qu'on pourrait apporter à des gens dans ta situation qui ont des réflexions sur de l'investissement, etc., de piloter un certain portefeuille immobilier. Voilà, c'est des choses évidemment qu'on veut apporter demain, qui vont venir renforcer l'expérience utilisateur et les aides qu'on pourrait donner à différents profils qui s'intéressent au marché de l'immobilier. Donc aujourd'hui, les trucs que tu vas avoir, ça va vraiment être des trucs sur le résultat de l'estimation de ton bien, venir actualiser ça tous les mois parce que le marché de l'immobilier ça évolue. Surtout en ce moment, c'est quand même assez intéressant de suivre ce qui se passe. Voilà. Mais demain, on veut étoffer l'expérience avec d'autres outils qui vont encore plus t'aider à prendre des décisions d'investissement, de vente, etc. En fonction de ta situation personnelle. C'est des choses sur lesquelles on travaille évidemment. Très bien, ça c'est super intéressant. Du coup, je le fais en même temps. Je regarde un peu la manière dont ça fonctionne. En revanche, faut avoir ce réflexe, j'imagine, dès qu'on va faire une transaction. Alors là, je fais un gros coup de promo pour vous, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits. Peut-être que des gens me diront que si, mais vous vous réunissez, vous agrégez. Tu me racontais, ton job, c'est des données de notaires qui ont plutôt 6 mois, à des données d'agents qui ont plutôt 2 semaines. On va dire, d'agréger tout ça et de sortir un prix qui est quand même assez réel. Donc, si tu veux être certain de savoir le prix du bien que tu étais en train d'acheter, avec son étage, avec sa taille, avec le nombre de salles de bain, avec tout ça, c'est pas con de passer screener chez toi. Ah non, c'est vraiment pas con. Et je dirais, ça serait compliqué de dire l'inverse. Mais et c'est une première étape. En tout cas, en termes d'information, effectivement, notre métier à nous de l'équipe Data Science de Meilleurs Agents, c'est de valoriser toutes sortes de données afin de créer des clés de lecture sur le marché de l'immobilier et des outils d'estimation qui vont être les plus précis possibles. Vous allez avoir d'autres outils d'estimation qui existent sur le marché. On n'est pas les seuls à faire ça. On a été les premiers. Mais on est surtout les plus précis. Et ça, c'est important. Et ça s'explique aussi beaucoup par l'approche qu'on a. C'est-à-dire qu'au-delà de, on parle beaucoup de machine learning, data science, etc. Au-delà de tous ces trucs-là et de ces mots qui sont très à la mode, derrière, il y a une vraie, j'ai envie de dire, intelligence économique, dans le sens où les gens qui travaillent dans l'équipe sont tous, ou pratiquement tous, des économistes du logement. Et donc, c'est-à-dire que ce qu'on va chercher à raconter, ça a un sens économique. Et ça c'est très important. On fait pas ça juste pour faire beau sur le site. On essaye, on voit bien toute l'importance d'apporter la juste valeur du bien immobilier vu que l'importance de l'immobilier dans le patrimoine des ménages français. Donc on peut pas trop raconter de bêtises et surtout pas prendre ce sujet de manière pas assez sérieuse. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que l'équipe qu'on a constituée chez Meilleurs Agents depuis le début, c'est une équipe vraiment plutôt d'experts immobiliers et c'est l'idée. Et donc les erreurs qu'on va avoir sur le site, à Paris, on va se tromper en moyenne de l'ordre de 6%. C'est-à-dire que on peut se tromper de plus de 6%, mais si on se trompe de plus de 6%, c'est que c'est remboursé. C'est qu'il y a une caractéristique du bien qu'on n'a pas été capable de prendre correctement en compte. On va pas être, honnêtement, les choses sur lesquelles on n'est pas très bon, c'est d'être capable d'estimer les travaux. Quand vous nous dites que le bien a beaucoup de travaux, etc., c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on a encore un peu de mal à valoriser parce que c'est tellement compliqué. Et puis au bout d'un moment, on veut aussi faire une sorte de formulaire. Là, t'as fait sans nous te laisser. Ouais. T'as mis peut-être 20 secondes à remplir le formulaire. Il y a une quinzaine de questions. Ouais. C'est pas un outil qui est pour les experts immobiliers où tu mets 2 heures à remplir toutes les caractéristiques, effectivement. Donc, ça se remplit en 30 secondes quand t'as un peu l'habitude et que t'es un peu à l'aise avec une souris et un clavier. Donc, l'erreur est vraiment tout à fait acceptable. Et c'est pour ça qu'après, dans une démarche d'information, c'est super. Mais après, dans une démarche où on veut vraiment passer à l'acte, c'est quand même bien mieux aussi de faire venir un expert dans un agent immobilier, etc., qui viendra confirmer ou infirmer la valeur et qui sera capable d'expliquer tel bien, t'as trouvé que le prix sur Meilleurs Agents, c'était 250, 300 000 euros.
en fait, ça va plutôt être 320 ou 280 parce qu'il y a ça. Et moi, qui suis professionnel de l'immobilier et en fonction de ta situation perso, de la stratégie de commercialisation qu'on veut mettre en place, je te conseille de partir sur tel et tel prix quand tu veux vendre. Voilà. Et c'est vraiment ça, notre métier chez Meilleures Agences, ça va être de faire le lien entre ce qui va se passer sur la plateforme et le physique. Et tu me donnes les prix de location aussi sur Meilleurs Agents ou Tout pas? à fait. Je peux les trouver. Alors là, normalement, je vois pas ton écran, mais normalement, tu as, si tu fais une estimation de ton bien. Ah oui, ok, tu loyer hors charge. Voilà, okay, tu as le loyer, l'estimation du loyer auquel tu peux prétendre louer ton appartement, si telle était ta question. Mais tu vois, demain. Ok, ouais. Non, mais donc c'est super cool parce qu'en effet, et tu pourrais pas faire tu pourrais pas, parce que là je vois prix net vendeur, loyer hors charge, tu devrais mettre une case rendement au milieu, non? Oui, tout à fait. On pourrait faire ça. Je pourrais aussi très bien te dire, oui, bien sûr. On pourrait faire ça. Rendement avec un prêt à temps. Rendement avec un prêt à temps, etc. Je m'orienter vers un prêteur. Exactement. Préto, tu vois, et puis voilà. Exactement. On travaille avec nos amis de Préto. Écoute, c'est vraiment une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or. Je m'en rendais peut-être pas compte à quel point. Là, je vois les évolutions, tout ça. Tu me donnes presque envie de vendre mon appartement. Et il est très bien ton appartement. Faut pas ton appartement. Garde-le. Et écoute, je te remercie. C'est vraiment top. Je vais vraiment, moi, je me suis créé un compte. Je vais vraiment suivre tout ça de près. Et donc tous les mois, tu vas avoir la joie de recevoir, vu que tu t'es inscrit sur le site, et c'est pour ça qu'on demande les coordonnées. Tu vas recevoir en fait tous les mois notre petite baromètre où justement une partie de l'équipe s'attache à étudier l'évolution du marché de l'immobilier et de le mettre au regard de l'évolution économique qu'on connaît et te dire tiens, ton bien a évolué, viens remettre à jour ton estimation pour info. Et on va être du coup présent dans ta boîte mail tous les mois. D'accord. Et tu vas prendre plaisir à venir suivre la valeur de ton bien. Et vu que c'est un peu une passion pour toi, tu vas suivre ça de manière très précise et tu peux le faire via notre site web. Voilà. Pas mal. Écoute, j'ai appris plein de choses avec toi. On va en apprendre plein d'autres. On refera des choses. Donc le Grand Paris, je vais surveiller ça de près. On peut refaire une émission sur le Grand Paris si ça te plaît. Parce que après ça concernera pas tout le monde dans les auditeurs, mais je trouve ça intéressant quand même parce que en effet, je vois de plus en plus d'opportunités. Et puis après, j'aimerais aussi qu'on travaille. Je ferai probablement un épisode. J'échange avec des auditeurs ou des gens sur des projets, justement de prendre des immeubles entiers, justement dans des villes comme peut-être Poitiers ou des choses comme ça, pour éviter d'avoir à acheter des plus petites surfaces et démultiplier les mettre en gestion aussi, etc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais oui, l'investissement en immeuble est quelque chose qui peut être tout à fait aussi intéressant pour toutes les raisons que tu évoques, et notamment de gestion, etc. Après, il y a quand même du boulot, évidemment. Ouais. Mais c'est aussi, pour 300 000 euros, dans pas mal de ces villas moyennes, etc., on peut acheter des immeubles avec 4, 6 appartements, et la rentabilité est tout à fait aussi... Le problème étant de les trouver. Le problème étant de les sourcer. Ouais. Tout à fait. Et c'est ça la complication quand on n'est pas sur place, quand on ne connaît pas les professionnels, etc. Donc il faut se faire connaître ou se faire aider pour les sourcer avec des gens dont c'est le métier, effectivement, de faire ça. Eh bien, écoute, je suis ravi de cet épisode. Je te remercie d'avoir opéré ces changements de dernière minute avec moi, de m'avoir suivi, d'avoir eu mes enfants, des bruits d'ambulance, vous avez entendu, ou de gyrophares, je sais pas, de sirènes plutôt, pour être très précis. Et puis, c'était passionnant. Une fois de plus, j'ai la chance d'avoir plein d'invités super sympas. J'ai fait beaucoup d'immobilier. Je vais repasser au crypto là un peu maintenant parce que il faut quand même pas déconner. C'est intéressant aussi. Et l'immobilier, c'est pas le Bitcoin. Non, c'est un peu différent. C'est aussi assez volatile finalement, mais ça dépend. Non, je rappelle deux choses auxquelles je réfléchissais en regardant justement les prix, c'est que on a quand même vraiment deux grandes de temps en temps, on peut cumuler les deux, mais en ce moment, on a deux grandes tendances. Un qui est l'immobilier de rendement, donc on en a beaucoup parlé aujourd'hui, donc dans toutes ces 72 villes sur ce rapport qu'on va trouver, et on va mettre le lien sur l'épisode de la Martingale. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut emprunter beaucoup, en faire plusieurs et les cumuler. Et l'immobilier sur lequel on veut faire des plus-values,
Et ça, le seul objectif, c'est acheter pas cher et vendre très cher. Excusez-moi, ça peut vous paraître très très bête, mais en fait, je connais beaucoup de gens qui achètent des biens dans des endroits qui les payent très cher et qui espèrent faire des grosses plus-values et parce qu'ils se disent oui, mais bon, c'est arrivé. Hein. À Paris, il y a beaucoup de gens ou dans certaines grandes villes où finalement tu payais cher, mais comme 5 ans après, ça avait pris 30-40%, bah, tu vas quand même avoir pris tes 20% et t'es content sur des grosses surfaces, c'est bien. Mais c'est pas si. Non. Merci, Merci à toi. 1 million de fois. Donc on te suit sur LinkedIn, par exemple, Thomas Lefebvre, Lefebvre, meilleurs agents, on te trouvera sinon en tapant sur Google. LinkedIn, ça te va? Ouais. Tout à fait. T'as une martingale, toi? D'ailleurs, je t'ai pas posé cette question avant de te laisser. Quelle est ta martingale à toi? Sur quoi? Est-ce que t'as des investissements perso qui te plaisent plus que ça? C'est l'immobilier forcément ou... Moi, je suis un passionné d'immobilier, mais j'en fais pas du tout assez parce que je manque de temps, tout bêtement, et je prends pas le temps de m'en occuper. Et je devrais m'y pencher. En fait, c'est paradoxalement, j'ai plein d'infos, j'adore ça, mais j'ai beaucoup de mal en fait à sourcer des choses. Je me suis un peu moqué de toi dans l'ascenseur tout à l'heure parce que avec ton armée de data scientists, de docteurs, etc., je me suis permis ça parce que je sais que généralement tu sais, c'est un peu les nerds scientifiques qui nous apprennent plein de choses aux gens qui font du business, mais qui eux font rien du tout. Donc c'est un peu l'image. C'est un peu donc l'image. Voilà. Après, t'as acheté que à Paris, du coup, t'as pas acheté en région encore? Pas encore. Moi, j'adorerais. Et voilà, Limoges, quoi. Limoges. Pas Limoges. Voilà, ma femme est rémoise et on regarde des choses à Reims, etc. Mais qui est dans les 72. Qui est dans les pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons que pas forcément. Le mec nous a vendu des trucs aujourd'hui, il va rien suivre du tout. Pas du tout. Moi, je fais n'importe quoi. Non, mais c'est aussi parce que localement on connaît. Ouais. Typiquement, j'ai jamais mis les pieds à Limoges. Ouais. Mais voilà, donc c'est le premier conseil que je suis, qui est plutôt aller dans les endroits que l'on connaît, ou aussi potentiellement c'est facile de gérer parce que voilà, on peut connaître. Mais la difficulté, c'est de sourcer. Et c'est vraiment toute la différence entre les datas, la théorie, etc., et le monde de la pratique. Ouais. Et la pratique, c'est que moi souvent j'ai acheté des trucs parce que je connaissais le gardien avec qui je buvais des cafés dans un bar tous les 2 jours ou quelque chose comme ça. C'est ça la pratique, quoi. Merci 1000 fois Thomas, merci à vous pour vos écoutes, je vous embrasse, cet épisode était un peu funky entre tous les dérangements, mais je crois que pour vous ça changeait pas grand chose, donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine sur la martingale, et puis profitez bien de l'été 2021 si vous écoutez ça à ce moment-là. Merci beaucoup Mathieu pour l'invitation et au plaisir de refaire un truc avec toi, c'était super. Avec grand plaisir, salut tout le monde, ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.